Valerius Thorn n'était pas né pour devenir héros de l'Imperium. Issu des bas-fonds de Necromunda, une planète ultra polluée, vidée de toute richesse naturelle, ayant grandi dans la violence et la misère, son intelligence acérée et sa détermination sans faille attirèrent l'attention d'un inquisiteur, qui vit en lui un potentiel inexploité. Arraché à sa vie de survie, le jeune Valerius fut formé dans les salles austères de l'Ordo Hereticus. Il apprit les secrets de l'Imperium, les horreurs qui le menaçaient et la nécessité d'une vigilance absolue face à la corruption. Au fil des années, Valerius gravit les échelons, passant d'acolyte à agent, pour enfin, au prix d'une dévotion acharnée, accéder au rang d'inquisiteur à part entière. Sa spécialité, traquer les cultes du chaos qui s'infiltraient dans les structures mêmes de l'Imperium. Sa réputation grandit, forgée dans le sang et le feu. On parlait de lui comme un homme impitoyable, prêt à raser une ville entière pour éradiquer la moindre trace d'hérésie. Mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient que chaque vie perdue pesait lourdement sur sa conscience. L'incident du monde rouge sicarial, où il affronta le démon, marqua un tournant définitif dans son existence. La perte de la sœur supérieure Amelia, s'étant sacrifiée pour lui, le hanta longtemps. Il commença à remettre en question ses méthodes et ses capacités qu'il pensait insuffisantes. Cherchant sans cesse à renforcer ses pouvoirs psychiques dans le but de perdre la moins de vie innocente possible durant l'accomplissement de ses missions. Cette quête le mena sur des mondes lointains, à la recherche de savoirs anciens et d'artefacts capables de combattre plus efficacement les forces du chaos. Il s'entoura d'une équipe disparate, telle qu'une psyker repentie, un technoprêtre peu orthodoxe, avec qui il conclut une alliance précaire. Ces nouvelles méthodes lui valurent la méfiance de certains de ses pairs plus conservateurs. Des rumeurs commencèrent à circuler, suggérant que Valerius lui-même pourrait avoir été corrompu par ses recherches. Aujourd'hui, accompagné de ses compagnons d'armes, Valerius Thorn marche sur le fil du rasoir. Il lutte non seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre les suspicions croissantes au sein même de l'Inquisition. Chaque mission pourrait être sa dernière, car chaque décision pourrait le faire basculer du côté qu'il a juré de combattre. Malgré tout cela, l'inquisiteur poursuit sa route, convaincu que sa foi et ses méthodes, aussi dangereuses soient-elles, sont nécessaires pour sauver l'humanité des menaces et manifestations de l'immatérium. Dans un univers de ténèbres, il cherche désespérément une lueur d'espoir, prêt à tout sacrifier pour la préserver. La quête de Valerius le conduisit sur un monde appelé Ghoul. Un monde autrefois florissant, maintenant réduit à un désert toxique par une ancienne guerre. Ses contacts parlaient d'une relique, d'une puissance incommensurable, cachée dans les ruines d'une cité oubliée. Accompagné de son équipe hétéroclite, Valerius s'enfonça dans les profondeurs de la planète. Ce qu'il découvrit dépassa les pires craintes. Une cité souterraine intacte, peuplée des descendants des survivants de la catastrophe. Ces humains, isolés pendant des millénaires, ayant développé une société basée sur une symbiose étrange avec des technologies xéno qui leur apportaient d'étranges pouvoirs psychiques. Valerius se retrouva face à un dilemme moral. Selon la doctrine stricte de l'Imperium, cette civilisation entière devait être purgée pour hérésie. Mais il y vit aussi une opportunité unique d'étudier et peut-être d'exploiter les connaissances nécessaires au succès de ses futures missions. Prenant la décision la plus risquée de son existence, Valerius choisit de ne pas signaler immédiatement sa découverte. Au lieu de cela, il passa des mois à étudier cette société, apprenant leurs secrets en cherchant l'artefact qui l'avait mené là. L'artefact qu'il découvrit était une épée énergétique dotée d'une lame qui semblait capable de canaliser et absorber l'énergie du warp. Elle était portée par le roi de la cité, celui-là même qui libéra la cité du harcèlement dont était victime son peuple, par les créatures aux formes qui défiaient toute logique. Les visages sculptés sur la lame semblaient se mouvoir. Les habitants de la cité semblaient vouer un culte à la lame. De toute évidence, Valerius savait que l'Imperium allait considérer ce peuple et cette relique comme un danger pour l'humanité. Le secret de l'Inquisiteur ne pouvait pas éternellement rester caché. Un signal atteignit son vaisseau.
L'inquisiteur était parti depuis bien trop longtemps, et bientôt, une flotte, menée par un inquisiteur répondant au nom de Dorias, se dirigeait vers Ghoul. Le temps était maintenant compté, et Valerius n'eut aucun doute à imaginer la suite des événements. Valerius fut assailli par un dilemme. D'un côté, il se devait de protéger cette relique, car il paraissait évident qu'elle se serait avérée cruciale dans des situations tragiques qui avaient amené à la perte de la sœur Amelia. Mais d'un autre côté, il savait que si cette relique était découverte en sa possession, alors il serait inévitablement accusé d'hérésie. En effet, la possession d'armes xéno comprenant aussi les armes d'origine hérétique, par les humains en comptant tout particulièrement les membres de l'Imperium, est strictement réglementée et généralement interdite, passible d'une exécution sommaire, dans le meilleur des cas. Toute sa vie de service et de sacrifice envers ceux qu'il avait juré de protéger serait ainsi réduit à néant. Quant à l'idée même de devoir défendre le peuple de Ghoul face à l'Inquisiteur, lui était évidemment impossible. Valerius avait passé de longs mois en compagnie de la population sympathisant avec de nombreux habitants. Il avait obtenu le savoir qu'il était venu chercher. Il devait s'en tenir là. Se mêler à la population autochtone faisait partie du plan. Il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire, s'emparer de la lame relique qui se trouvait aux mains du seigneur de la cité. L'arrivée de l'inquisiteur Dorias précipita les plans de Valerius. Ses intentions ne devaient pas être découvertes par l'Imperium, sous aucun prétexte. Il était donc temps de passer à l'action. Magos Delfur utilisa son cerveau-crâne pour infiltrer la salle royale. Il parvint à lui faire passer les portes en toute discrétion, à l'aide d'un camouflage optique, récupéré sur une armure tau il y a bien longtemps de cela. L'émetteur placé à l'intérieur du crâne transmit à Valerius la position exacte du roi, dans le but de téléporter l'équipe dans la salle du trône en toute sécurité. Maintenant que le cerveau-crâne était à l'intérieur de la salle, il était impossible de faire marche arrière. Le top fut donc donné. Ils se téléportèrent dans la salle immédiatement. Valerius utilisa son bolter sanctifié pour abattre le roi. Le bolt coupa en deux le corps du malheureux seigneur. De l'autre main, il utilisa son pistolet plasma lourd pour désintégrer la tourelle automatique de défense qui n'eut pas le temps de réagir. La seconde suivante, il s'emparait de la lame relique. Dans le même temps, l'Airavex, la Psyker, réduisait en cendres les gardes du roi dans un déferlement d'énergie brute, tandis que le Magos Delfur verrouilla les portes massives de la salle royale et commença à paramétrer les données de téléportation de repli qui les amèneraient à l'endroit où les attendait le Gloria Imperator. Les agents impériaux se retrouvèrent piégés dans la salle royale, conscients que la rapidité du Magos à paramétrer les coordonnées de repli allait être déterminante. Rester trop longtemps sur place représentait un risque mortel. Valerius savait que la vie de ses compagnons était en jeu, et que les portes du palais à présent verrouillées devaient tenir suffisamment de temps pour résister aux assauts des gardes qui tentaient de pénétrer dans la salle du trône. Valerius prit le temps de réfléchir. Il se tourna vers Lyra, la Psyker, et lui demanda de dissimuler temporairement le groupe à l'aide de ses pouvoirs. Lyra accepta et parvint à masquer la présence de l'équipe en entrant dans la tête des gardes qui se trouvaient derrière les portes massives. Cet exercice prodigieux n'était néanmoins pas sans prix à payer, et les forces de la Psyker commencèrent à la quitter rapidement. Pendant ce temps, le Magos Delfur fut sur le point de déterminer les paramétrages de repli. Il identifia un point d'arrivée de l'équipe avec précision, au moment où les portes s'enfoncèrent, avec les charges explosives de la garde. L'équipe resta immobile, consciente que le moindre geste trahirait leur présence. Les gardes trouvèrent les restes de leur roi au centre de la salle, mais furent incapables de voir les agents impériaux qui étaient là, immobiles, droit devant eux.
L'équipe se trouvait à une dizaine de mètres des gardes. Une sirène retentit. Valerius observa les aéronefs impériaux par la grande fenêtre de la salle et murmura « L'inquisiteur est arrivé ». L'instant qui suivit, un psyker de la garde entra dans la grande salle. Tout en les fusillant du regard, il indiqua aux gardes dans quelle direction faire feu. À cet instant, 4 bras mécanisés se déployèrent de la plaque dorsale du Magos d'Elfur. Chacun de ces bras tenant fermement différentes armes de poing, comme un pistolet radium projetant des munitions radioactives mortelles, un pistolet à phosphore qui crachait des flammes de phosphore brûlantes. Les 2 bras supérieurs portaient tous deux un pistolet à plasma qui rayonnait d'une énergie puissante mais instable. Pour finir, chacune des mains du Magos empoignait fermement un pistolet galvanique. Le déluge de feu surprit les gardes, qui n'eurent pas d'autre choix que de se mettre à couvert. L'instant d'après, les agents impériaux de l'inquisiteur Valerius se retrouvèrent devant le Gloria Imperator, en sécurité. Lyra s'écroula au sol, un projectile à énergie l'ayant brûlé sur une grande surface du flanc droit. Le sang coulait abondamment. Son cœur palpitait beaucoup trop rapidement pour tenir longtemps. Il fallait faire vite. L'inquisiteur prit son acolyte dans les bras et déverrouilla les protocoles de sécurité de l'aéronef. Une fois à l'intérieur, il confia son ami au maître serviteur du vaisseau. Le Magos, quant à lui, n'avait perdu que quelques lambeaux de tissu, sa structure mécanisée ayant parfaitement résisté aux tirs des gardes. Delfur prit les commandes du vaisseau et mit le cap vers le croiseur de l'inquisiteur Thorn, nommé le Gloria of Terra, placé en stationnement orbital près d'une planète du système. Les explications avec l'inquisiteur Dorias devaient attendre. Avant de s'évanouir sous l'effet des produits injectés par le Médiserviteur, Lyra s'adressa à Valerius et lui confia ses doutes quant à l'origine de la lame. Elle lui expliqua que cette relique n'était pas sûre, qu'il ne devait pas la manipuler avant qu'elle ne soit remise de ses blessures. Valerius laissa son ami aux mains du Médiserviteur et observa par-dessus l'épaule de Delfur le vide à l'extérieur de l'aéronef. Combien de vies allaient être encore perdues? L'inquisiteur Thorn savait qu'il lui fallait poursuivre le chemin. Tous ces événements ne devaient pas s'être produits en vain. Cette relique en sa possession lui emplit le cœur d'espoir. L'espoir d'être en capacité de faire face à des horreurs qu'il n'aurait même pas imaginé combattre dans le passé. Il observa longuement la relique, l'empoigna finalement et observa l'ouvrage longuement. Lors d'un bref instant, il fut persuadé d'avoir vu les visages sculptés l'observer.